bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous. Avec les débuts de semaine à l'OM qui malheureusement se suivent et se ressemblent en 2024. Pas une seule victoire en championnat. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars. 5 matchs sans aucune victoire en 2024. Comment on s'organise pour faire match nul face à Metz vendredi soir? Comment on s'organise pour pas s'imposer à la maison face au 16e de Ligue 1? Ouais, il y a pas mal d'explications. Après, il y a quand même une explication qui ne satisfait personne. Mais bon, c'est quand même différent quand tu joues à 10 pendant quasiment une heure, voire plus avec le temps additionnel. Mais bon, en face, tu as une équipe de Metz qui était venue avec un Laszlo Bologna qui voulait jouer le match nul à 11 contre 11, qui continuait à jouer le match nul à 11 contre 10. Il fallait peut-être qu'il y ait une deuxième expulsé côté marseillais pour que les Messins sortent un petit peu plus. Mais bon, ouais, là on est un petit peu sans explication, sans solution. On va parler avec notre cœur aussi. Hein. On n'est pas bon. On n'est tout simplement pas bon. Et en ce moment, on n'est pas bon sur le terrain. On n'est pas bon sur le banc au niveau du staff, on n'est pas bon en tribune au niveau de la direction, donc pas bon, plus pas bon, plus pas bon, ça fait que l'Olympique de Marseille est en grande difficulté et honnêtement, les 15 prochains jours vont être déterminants pour la suite de la saison parce que tu joues deux fois 2 matchs, la première semaine 2 matchs à l'extérieur, à Hambourg face au Shakhtar et dimanche face à Brest, et la semaine prochaine 2 matchs à la maison contre le Shakhtar puis contre Montpellier. Je pense vraiment, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que tu verras déjà beaucoup plus clair au soir du 25 février. J'espère qu'on se sera échappé du scénario catastrophe. Jaco, qu'est-ce qui t'a semblé le plus préjudiciable, toi, ce dimanche? Est-ce que c'est le manque de réalisme flagrant devant le but, ou est-ce que c'est l'entêtement de Gattuso d'être repassé en 4-3-3? Les deux, parce qu'effectivement, on a eu des occasions, on les a pas mis au fond. Par contre, l'entêtement, il me gêne. Quand Karim nous parle de Metz qui a joué avec 5 défenseurs, voire 6 régulièrement, toi, tu joues qu'avec un attaquant. C'est-à-dire un attaquant de pointe. Donc, à un moment donné, je pense que quand tu parles de qualité d'entraîneur, c'est aussi avoir de la réactivité pendant le match. Tu dois être capable de t'adapter à ce que te propose l'adversaire. Tu as un schéma, tu pars en 4-3-3, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est son projet, ça lui appartient. Par contre, quand tu vois que tu as du mal, quand tu as énormément de mal, à un moment donné, il faut changer. On ne change jamais. À 10 contre 11, à 11 contre 10, on ne change jamais de schéma. Donc, c'est ce qui fait, pour moi, l'interrogation sur la qualité de Gattuso lors des matchs. Karim, est-ce que toi aussi tu penses que le 4-3-3 il n'arrange pas les affaires marseillaises, ou est-ce que tu penses que les explications sont aussi ailleurs? Ah les gars, il faut les regarder les matchs. Hein. 4-3-3, ce que vous voulez. Au bout d'une demi-heure, il doit y avoir 2-0 pour l'OM. Après, si tu marques pas les buts, là, je comprends ce que dit Jaco sur le fait de s'adapter à ce qui se passe pendant le match. Mais on ne peut pas dire que le fait d'avoir démarré en 4-3-3, c'est ce qui t'a plombé. Les occasions, tu les as eues avec Unai, avec Harit, avec Aubameyang. Il y en a eu des occasions. Il y a Gigot, il y a un but qui a été marqué, qui a été annulé. De toute façon, il pouvait pas être validé puisque l'arbitre avait sifflé avant que Ndiaye pousse le ballon au fond des filets. Mais bon, dans tous les cas, t'as eu des occasions. Après, à un moment donné, ce qui m'énerve, c'est que je suis d'accord avec Jaco dans le fait qu'il faut s'adapter, mais à un moment donné, même si, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le staff n'a pas été bon, mais à un moment donné, ils sont pas sur le terrain. Il faut les mettre, les ballons, hein, au fond. Hein. Il y a une tête d'Unai, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois casser les barres. Tu dois mettre le ballon à un endroit où il n'y a pas le gardien. Alors que ce soit pas un joueur de tête, d'accord, mais c'était une galette. Les 2 frappes d'Aubameyang. On aurait dit qu'il jouait avec ses enfants, qu'il avait peur de faire mal au gardien. Donc voilà, et Unai, il en a eu d'autres. Harit a eu 1 ou 2 mouvements. Mumbagna était présent, il a beaucoup bougé, mais c'est pas celui qui a eu le plus d'occasions. Par contre, c'est lui qui marque. Mais
Moi, je pense pas que la faillite de l'OM, notamment dans la première demi-heure, elle vienne du schéma en 4-3-3. Et de toute façon, il a des joueurs pour jouer en 4-3-3 aussi, il a des joueurs pour jouer en 3-5-2 aussi, mais pour l'instant, franchement, hein, je pense pas que le gros problème, ce soit un problème de système. C'est un problème de qualité, de talent, de volonté, même si on dit que c'était mieux contre Metz, mais il faut faire plus. Il faut faire plus. On voulait, si c'est pas mieux contre Metz, qui est une pauvre équipe. C'est une pauvre équipe messine. Là, à un moment donné, si tu es pas capable d'être un peu mieux dans le jeu contre Metz, là, il faut arrêter. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que régulièrement, tu vois les entraîneurs, on passe, on change, tu le vois, il y a des gestes en cours de match pour essayer de surprendre l'adversaire. Tu as eu ce truc, effectivement, où on a eu des occasions. Oui. Mais par contre, on a marqué à 10 contre 11 avec Moumbagna, qui pour moi, par contre, si on va faire une petite parenthèse, c'est une bonne recrue. Mais tu dois aussi changer. Tu dois perturber l'adversaire. C'est pas possible. On ne surprend jamais personne. Il faut s'adapter. Moi, je suis désolé, à 10 contre 11, tu abandonnes un couloir. Tu le laisses, ce couloir. Notamment avec Ndiaye qui a été transparent. Tu demandes à Klose d'aller jusqu'au bout et tu demandes une couverture du milieu de terrain. Voilà, personnellement, ce que je pense. Après, je pense aussi, Karim me l'a dit, et ça, c'est important à souligner, il y a une mauvaise atmosphère partout. Partout. Terrain et hors terrain et dans les tribunes. Ça met tout l'ensemble, ça te donne ce que l'on voit, c'est-à-dire moyennasse. Il y a tout qui est moyen, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de passion. Moi, je veux bien entendre certains joueurs, quand je vois Samuel Gigot, Marco, il n'y a pas de problème là-dessus, on tape sur les cuissons, on va à la grinta, quand on marque, on va se taper la tête contre l'entraîneur. Arrêtez avec ça, les gars, arrêtez avec ça. On va marquer un but. Arrêtez avec les pirouettes, on va se concentrer régulièrement. Après le but, tu t'en prends un dans la casserole, et là, tu es comme un idiot. Donc, marquer un but, on le fait, allez, on se tape dans la main, on s'encourage, on se repositionne et on se reconcentre. Là, je vois des choses qui me dérangent, sans arrêt. L'état d'esprit, il y en a qu'un qui l'a, l'état d'esprit. C'est pas en criant, allez, il faut y aller. Mais on va où, on fait comment? Il y a rien qui se passe, les gars. Jaco parlait à l'instant d'ambiance un peu particulière. C'est vraiment notable, ça? Est-ce que on sent vraiment une différence d'ambiance dans le vestiaire, dans le groupe, avec le staff, avec la direction? Est-ce que ça transpire, ça? Après, tout le monde est tendu. Mais c'est normal que tout le monde soit tendu, hein. Il s'est quand même tu passé... gagnes pas le match. Non, mais tu gagnes pas le match. Il s'est passé avant Lyon une semaine un peu particulière avec la fin du mercato, avec l'épisode Jonathan Klose qui, je pense, n'est pas totalement clos, puisque ça en parle encore beaucoup. Après Klose, il a quasiment fait tout son boulot. Vendredi soir, il peut mieux faire, hein. Mais tu vois qu'à la fin, il s'agace beaucoup aussi par rapport au jeu de certains coéquipiers. Après, j'ose espérer que même s'ils s'entendent tous plutôt bien, qu'ils n'ont pas fait la fiesta quand même après le match. Donc ça, c'est aussi le résultat, c'est la suite du mercato. Donc le mercato, c'est la direction. C'est Pablo Longoria, c'est Mehdi Benassia, c'est aussi Stéphane Tessier. Donc ces gens-là sont concernés par rapport à ce qui se passe. Les supporters, ils commencent à en avoir marre. Et il y a eu des saisons où ils n'auraient pas attendu autant de temps avant d'en avoir marre. Sauf que là, franchement, tout à l'heure, j'ai croisé quelqu'un qui est venu chercher quelque chose à Maritima et qui me dit j'arrive plus, je regarde même plus les matchs. Mais tu te rends compte, le fait d'en arriver, il y a quand même une proportion non neutre de supporters qui préfèrent ne pas regarder, ne pas écouter, parce qu'ils disent c'est bon, vendredi soir, après tu es énervé tout le week-end, après le début de la semaine, c'est pourri. Franchement, il y a eu des prémices, des choses un petit peu mieux qu'on a pu voir entre fin novembre et le mois de décembre. Mais ça correspond à quoi? À une série de victoires. Après, je sais que les gens ne sont pas d'accord, mais je m'en fous. Une série de victoires contre des équipes qui étaient beaucoup plus bas dans le classement. Là, aujourd'hui, tu as quand même eu 3 matchs à domicile
Strasbourg, Monaco, Metz, franchement, en plus, avec ce que tu as montré depuis le début de saison à la maison, c'était minimum 7 sur 9. 7 sur 9. 7 sur 9, tu as 4 points de plus, tu as 4 points du troisième, tu peux travailler sereinement pour la Coupe d'Europe et pas te dire que tu as le couteau sous la gorge encore une fois quand tu vas aller à Brest dimanche soir. Sauf que là, ça prend vraiment le chemin d'une saison, pas catastrophique, mais une saison neutre. Où tu vas plus rien jouer dans quelques semaines. Ouais, tu vas errer comme une amande jusqu'à la fin de la saison. Un match par semaine, si tu sors contre le Shakhtar. Hein. Mais moi les gars, je voudrais aussi en profiter pendant cette émission de parler de ce tour d'honneur. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Pourquoi? Parce que ça sonne faux. Mais bien sûr que ça sonne faux, les gars. Tu viens à gagner contre Paris Saint-Germain. Tu fais un tour d'honneur, d'abord le supporter, il reste là pour t'applaudir. Là, tu vas quoi, à l'échafaud? Tu vas te faire huer? Et Gattuso, il vient, il les pousse, comme s'il fallait, c'était obligé d'aller se faire crier dessus, se faire hurler, se faire moquer. Quand tu as perdu, tu as pas perdu, tu as fait un match nul, pour nous, il a le goût ce match-là a le goût d'une défaite. Mais tu as besoin d'aller comme ça, à l'échafaud. À quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? Rentrez au vestiaire, arrangez-vous, dites-vous ce que vous avez à vous dire, mais arrêtez ce cinéma. Il y a aussi les entrées des joueurs. J'en peux plus de ces tablettes, de ces dessins. À un moment donné, on annonce avec Karim l'entrée. Allez, changement, ça va changer à l'OM. Ah non, mais il y a la tablette, il y a les dessins, et puis on t'explique ce qu'ils vont faire les adversaires. Ça dure 5 minutes. Mais le gars, est-ce qu'il a la possibilité d'être libre? Je vais te donner un joueur comme Sarr. Si tu lui donnes trop de directives, il a des qualités physiques, il a des qualités techniques, s'il peut pas les exploiter parce que tu lui dis ça il faut pas le faire, ça il faut pas le faire, mais le mec il sait pas ce qu'il doit faire, mais on les voit les joueurs. C'est ça. Tu dois les laisser dans cette zone-là. Il faut qu'ils exploitent leur talent, leur qualité technique, leur qualité physique. Arrêtez de donner des ordres dans cette zone-là. C'est des zones où tu dois prendre des risques. Encore un carton préjudiciable, encore un carton pour Samuel Gigot. Tu as commencé avec ça au niveau de l'émission et tu te compliques l'existence. Forcément. Ben oui, d'habitude c'est l'inverse. D'habitude c'est l'OM qui joue en supériorité numérique. Là, pour le coup, c'est l'OM qui subit avec son capitaine qui fait une faute, une belle faute. Hein. Après, je répéterai quand même ce que j'ai dit pendant le match. L'arbitre a été très mauvais. Oui. Mais très mauvais dans tous les sens du terme. Hein. Pas que pour l'OM. Mais quand tu regardes, j'ai revu le match calmement, tranquillement, sereinement. Samedi en fin de matinée. Je peux te dire que déjà, moi on me dit il y a faute de Gigot sur le défenseur quand il y a le contact avec le gardien, puisque Gigot ne touche à aucun moment le gardien. Donc il y a un contact avec le joueur. Oui, il y a un contact entre deux mecs qui veulent prendre le ballon. La faute, elle n'est pas monstrueuse. Et Iliman Ndiaye qui pousse le ballon dans le but vide. Déjà, ça change des choses. Quoi qu'il arrive, je le répète, le but n'aurait pas pu être validé parce que l'arbitre a sifflé quand le gardien s'est retrouvé au sol. Donc, alors que les hors-jeux, ils te font un replay de 2 minutes. Voilà. Après, tu as l'action sur Moumbagna. Moumbagna, il est déséquilibré, il est touché, il y a une faute. Mais je m'en fous, moi, qu'il soit à 1 mètre de la ligne de sortie. La surface de réparation, elle est délimitée par des lignes. Et donc, quand tu es à l'intérieur, tu es dans la surface. Donc, tu as ça. Les Messins qui ont commis, je crois, 17 ou 18 fautes, dont 3 ou 4 un peu sévères. 0 carton jaune à la fin du match. Je sais pas, moi, à un moment donné, soit c'est moi et je m'excuse. Non mais sérieux, soit c'est moi et je comprends strictement rien au ballon et aux règles de l'arbitrage, soit il dit je pèse mes mots, soit ils sont moisis, Non mais sérieux. Non mais comment tu fais modérément. Non mais sérieux, je me mets à la place. Je me mets à la place des joueurs quand il y a des décisions arbitrales qui sont plus farfelues les unes que les autres. Et après, je te dis tranquille, il n'y a pas que sur ce match-là. Hein. Tu regardes Nice-Monaco, il y a eu des choses extrêmement bizarres. Tu regardes la finale de la CAN, il y a des choses bizarres, mais il y a des choses bizarres sur tous les terrains. Mais tu sais quoi? Enlevez-la, l'assistance vidéo. Si elle vous sert à rien, ou si vous l'utilisez mal,
ou si quand il y a des choses vérifiables, je sais pas moi, Gigot il prend un jaune, l'arbitre il est appelé, il va vérifier, il regarde, il peut le donner le rouge, il y a rien à dire. Mais pour l'ensemble de son œuvre, je trouve qu'il a un arbitrage à deux vitesses. Moumbagna il y a une faute, ils lui disent pas va voir, mais juste va voir. Après tu peux dire non, j'ai vu, il y a rien. Mais non, je vais pas voir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi l'arbitre. C'est l'arbitre, bonjour. Alors tout le monde était très content au moment où Gattuso est arrivé par rapport à la personnalité, par rapport tout le monde était content, surtout parce qu'il n'y avait plus Marcelino. Ouais, non mais justement, oui. parce que ça allait trancher, on se disait que la personnalité de Gattuso, elle allait trancher avec le côté fade et mièvre de Marcelino. Quelques mois après, quel bilan vous tirez et des arbitrages de Gattuso et de son management? Eh bien, le bilan, il n'est pas bon du tout. Voilà. Le bilan n'est pas bon du tout. Quand tu vois les points et les matchs que l'on n'a pas réussi à gagner, c'est insuffisant. Quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, tu dois être mieux que ça. On n'oublie pas aussi une élimination Coupe de France. Donc ça, il va falloir y penser. Il y a beaucoup de matchs. On a dit quand il est arrivé, on va lui laisser le temps. Il y a des matchs où il n'a pas été bon. Mais on disait, les gars, ça fait 3 semaines qu'il est là, n'exagérons pas. Il faut laisser le temps de voir de quoi il est capable de faire. Son équipe ne lui ressemble pas. Voilà. Alors nous, on pensait dans notre tête à Gattuso, le joueur. Et on avait dans notre tête en se disant, l'équipe, elle va ressembler à ça. C'est-à-dire avec beaucoup d'agressivité, de la grinta. Là, il faut reconnaître que ça ressemble à rien de tout ça. Il y a des joueurs qui sont complètement à côté. Je voudrais aussi revenir sur le cas de Samuel Gigot. Quand on parle de ce joueur-là, ce joueur, il dézone beaucoup. Je le dis à Karim régulièrement. Quand tu joues avec cette défense à 4, quand tu as un gars qui dézone comme ça énormément, tu te retrouves avec un seul Balerdi qui a fait un match encore une fois très intéressant. Mais à un moment donné, moi, si je suis Balerdi, je m'agace. Je vais dire, arrête de monter, parce que s'il fait cette faute, c'est parce qu'encore une fois, il est monté très loin, il est à court physiquement, et il se retrouve en difficulté, donc il ceinture. Tout ça, c'est des causes, la cause est faite. Donc, il va falloir arrêter de dézonner. On n'a pas besoin de Samuel Gigot aussi haut. On a besoin d'avoir une défense bien basse, avec des latéraux qui peuvent monter de temps en temps. Mais cette équipe, elle manque de tout, Marc. Elle manque de talent. Elle manque Karim nous le disait tout à l'heure, il y a aussi de la lucidité devant les bois. Tu peux pas manquer autant d'occasions. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien qui va. Il y a rien. Avec de l'agacement, avec des banderoles très explicites en début de match qui rappelaient que certes il y avait eu des discussions dans la semaine, mais que comme dit Steph Martins, la vérité c'est le rectangle vert. Oui, non mais bon, après ça va, les banderoles, on savait qu'il allait en avoir. Oui, il y a eu pire dans l'histoire de l'OM. Alors déjà, il y a eu pire, et de deux, la plupart des banderoles étaient plutôt destinées à la direction. Il y a Frank McCourt qui a eu droit à sa banderole aussi. Voilà, et il y a eu la toute première des Dodgers qui dit voilà, montrez que vous tenez votre parole, soyez des hommes par rapport à ce qu'ils avaient dit. Voilà, c'est sûr. Dans l'engagement, c'est pas le plus mauvais match de l'OM. Hein. Il faut quand même reconnaître que, et heureusement, parce que quand tu n'as plus rien, il te reste que ça. Mais il y a d'autres choses. Et c'est vrai que aujourd'hui, franchement, même après le week-end qui est passé, c'est difficile de se mettre en condition et de se dire t'inquiète, ça va aller. Mais qu'est-ce qui peut nous faire penser que ça va aller? Donc eux, ils ont la solution. Tu vas jouer 2 matchs à l'extérieur, là où tu mets presque pas un pied devant l'autre depuis le début de la saison. Parce que je rappelle que tu as gagné un match de Coupe d'Europe à l'extérieur contre l'AEK Athènes, tu as gagné un match de Ligue 1 à l'extérieur, c'était à Lorient, et tu as gagné un match de Coupe de France à l'extérieur, c'est contre Thionville, équipe de National 3. Drôle de bilan. Les autres matchs, tu n'en as pas gagné. Alors que l'OM était quand même... Alors bien sûr, ils vont dire, oh, les gars, vous êtes jamais contents. Ça fait 2 ans que l'OM, ils sont pas bons à domicile, mais là, à l'extérieur, c'était très bon. Et là, cette année, ils sont bons à domicile, ils sont pas très bons, ils sont bons parce qu'ils n'ont pas encore perdu. Alors, à ce compte-là, je vais te dire, oui, ils n'ont pas joué les gros mais encore. Qui c'est qui peut te dire, vous êtes jamais content? Pour arrêter quand même. Le top 3 et le flop 3, très rapidement avant de se quitter, on parlera un petit peu de la CAN aussi tout à l'heure. Demain, ouais. Le flop 3, c'est d'abord numéro 1, Aubameyang. Le numéro 2, Ndiaye.
parce que il a été encore une fois complètement transparent. Après, même si c'est dur à dire entre Harit et Unai, parce que Unai il a fait un bon match. Par contre, offensivement, il a été complètement maladroit. Mais donc, je l'ai mis dans le flop. Flop 3, le top 3. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont surnagé au naufrage? Ouais, il y a Faris, il y a Moumbagna, et il y a Faris Moumbagna qui a été intéressant. Après, oui, Balerdi a pas été mauvais. Quentin Merlin a quand même apporté sa première passe décisive, et je n'oublierai pas, n'en déplaise à certains qui le démolissent, mais gratuitement. C'est pas Clarence Seedorf, c'est pas Luka Modric, c'est pas Toni Kroos, il y a pas de problème, hein. C'est Jean Onana, mais Jean Onana, tu lui demandes de faire un truc, il le fait. Tout simplement. Et il ne pourra pas le faire jeudi soir à Hambourg contre Donetsk parce qu'il n'est pas dans la liste UEFA. Allez, on parlera demain aussi de la CAN. La CAN avec Ils ont joué la finale. Une Côte d'Ivoire victorieuse qui est revenue du diable Vauvert. C'est quand même un truc de fou quand même, cette histoire. C'était bon, déjà l'ambiance était fantastique hier et la finale a vraiment ressemblé au parcours de la Côte d'Ivoire depuis le fameux 4-0 contre la Guinée équatoriale. C'est-à-dire que en huitième, ils étaient menés, ils sont qualifiés. En quart, ils gagnent 1-0 avec un but sur la fin. En demi, ils sont menés en infériorité numérique, ils vont se qualifier. Et là, ils sont menés et ils vont chercher quand même 2 buts avec le symbole de Sébastien Haller, l'ancien malade qui donne la CAN à la Côte d'Ivoire. Et on en profite pour saluer Didier Drogba, l'ancien Marseillais, lui dire qu'on est content pour lui et pour tous les Ivoiriens. C'est tout pour ce soir. Merci les amis. Merci à vous. Merci bon Karim, merci bon Jaco. Merci les gars. Belle fin d'après-midi sur Maritima, le BDS, en replay vidéo sur Maritima TV ou sur maritima.info. À demain 17h30.